Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et justement, on va commencer notre émission par ce constat d'une étude menée par The Boson Project auprès des dirigeants. Leurs initiatives de développement durable s'éteignent souvent au niveau du conseil d'administration. Comment convaincre les administrateurs d'adapter les entreprises à l'urgence environnementale? Réponse dans une minute. Le débat de ce Smart Impact, il porte sur l'alimentation durable, développer le bio malgré l'inflation, rémunérer justement les pros, les agriculteurs, répondre à la demande de produits sains dont la composition est facile à comprendre. Voici quelques-uns des défis à relever par le secteur. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée B2Green qui aide les entreprises à basculer vers les mobilités douces. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Rose Olivier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes pilote de l'Observatoire sur le travail et l'entreprise à The Boson Project. On vous appelle les bosons, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est votre surnom. Et vous venez de sortir cette étude avec Quantis et Goodness & Co, étude sur l'influence des conseils d'administration sur la transformation durable. On va commencer par la méthode. Comment cette étude a-t-elle été menée? Eh ben, en réalité, comme on est 3 acteurs du conseil qui accompagnent les entreprises dans leur quotidien, on travaille beaucoup aux côtés des dirigeants exécutifs et on est très marqué par cette volonté d'agir sur les sujets de transformation durable dans l'entreprise et on était assez marqué par la difficulté à cranter ces transformations. Et donc, on a posé un petit peu aux dirigeants qu'on côtoyait au quotidien si ils avaient en tête des freins sur justement qu'est-ce qui bloquait cette transformation. Ouais. Et le premier sujet qui est sorti de manière assez prégnante, c'est le sujet du conseil d'administration. Presque spontanément, quoi. C'est ce qui ressortait en premier. Il y a une phrase que vous citez dans l'étude qui est un peu mise en exergue. La plupart, je la cite, la plupart des initiatives de transformation durable meurent au niveau du conseil d'administration. C'est l'un des dirigeants avec qui vous avez discuté qui dit ça. Est-ce qu'ils sont ces mots révélateurs d'un ressenti assez généralisé, en fait? Plutôt du côté de l'exécutif. Ouais. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est on a pris le parti de diversifier un petit peu notre panel et d'aller sonder des administrateurs, des penseurs aussi qui avaient déblayé le sujet de la gouvernance dans les sujets de la transformation durable. Donc, il y a par exemple Sonia Tatar de l'INSEAD qui nous a accompagnés sur le sujet, Denis Terrien aussi de l'Institut français des administrateurs. Et donc, on a essayé de compléter un petit peu ces angles de vie pour vraiment croiser les regards sur le sujet du conseil d'administration en tant qu'instance de gouvernance clé quand il s'agit de transformation stratégique. Alors, il y a plusieurs enseignements. Le premier, c'est un rapport ambigu au temps, alors que les conseils d'administration, ils ont justement ce rôle de participer à la fixation d'un cap, de réfléchir au temps long. C'est quoi l'idée? C'est qu'ils s'en affranchissent, ils sont finalement trop sensibles à l'urgence financière, au retour sur investissement? En fait, il y a un petit peu un paradoxe temporel entre le fait que justement on est censé garantir la pérennité de la performance économique de l'entreprise en tant qu'administrateur, et en même temps on est représentant des actionnaires qui attendent une rentabilité économique annuelle et qui attendent de pouvoir bénéficier des investissements qui ont été effectués dans l'entreprise. Et donc c'est ce paradoxe temporel-là qui est vraiment prégnant au sein des conseils d'administration. Et le fait de devoir accepter que peut-être cette logique, elle est j'allais dire inversée, en tout cas bouleversée par l'urgence climatique, parce qu'on sait que la transformation environnementale, sociale, elle coûte d'abord de l'argent, elle coûte cher, avant éventuellement d'en rapporter. L'idée étant que les entreprises qui ne prennent pas le virage finiront par disparaître, ou en tout cas s'affaiblir. Donc c'est vraiment une question de grille de lecture qu'il faut renouveler? En fait, tout ça s'inscrit dans un contexte opérationnel qui est assez compliqué. Il y a les enjeux énergétiques qui coûtent beaucoup d'argent en ce moment. Il y a pas mal de contraintes opérationnelles au sein des entreprises qui ramène constamment au temps présent. Et donc, c'est assez difficile, dans un contexte de forte incertitude, de se projeter lointain. Et donc, c'est en cela que c'est assez difficile pour les administrateurs d'appréhender le sujet de la transformation durable, puisque c'est un horizon beaucoup plus long que celui des contraintes opérationnelles actuelles. Et alors, vous nous dites dans l'étude qu'il y a un manque d'alphabétisation. Je retiens le mot alphabet, ça veut dire que tout le monde ne parle pas exactement la même langue?
Oui, tout à fait. On pourrait partir du constat que, puisque le sujet environnemental est beaucoup plus présent qu'avant dans l'espace médiatique, tout le monde est un petit peu au fait des sujets. En réalité, il y a un manque de formation. Il ne faut pas oublier que la moyenne d'âge des administrateurs, c'est plus de 58 ans, donc peu ont eu des formations environnementales dans leur cursus. Et donc, en fait, il faut reposer un petit peu les bases. Et pour reposer un petit peu les bases, il y a à la fois le sujet de la formation. Comment est-ce que je mets à disposition de mes administrateurs la bonne connaissance. Et ça peut être par des formations classiques. Ça peut être aussi de la formation continue avec, par exemple, un administrateur qui est chargé de faire une veille scientifique sur le sujet. Beaucoup nous ont parlé aussi d'échanges entre pairs. Ils nous ont beaucoup parlé de solitude et d'avoir besoin un peu de confronter leur perception du sujet environnemental dans leur entreprise avec d'autres administrateurs issus d'autres entreprises. Donc un échange entre pairs qui est assez intéressant pour eux. Et puis, dernier point, c'est surtout comment est-ce qu'on leur met à disposition non pas juste de la connaissance environnementale, mais de la connaissance environnementale corrélée à leurs enjeux business. Et donc là, il y a plein d'outils. Il y a les stress tests qui permettent de comprendre un petit peu s'il y a une crise énergétique, combien ça me coûte de ne pas avoir opéré la transition énergétique. Il y a aussi les diagnostics environnementaux qui peuvent parfois révéler d'autres priorités que celles qui pourraient nous sembler évidentes. Beaucoup, par exemple, peuvent se focus sur le packaging alors que c'est pas ça qui fait le principe, la grande partie de l'empreinte carbone. Exactement. Et puis, en dernier point, c'est un sujet qui est assez complexe, mais c'est comment est-ce qu'on fait une comptabilité fusionnée entre la comptabilité financière et d'un autre côté, la comptabilité environnementale. Et ça, beaucoup de dirigeants sont en train de se poser sur le sujet. Oui, le fait que la comptabilité extra-financière ne soit pas juste de la com, quoi. Exactement. Ouais, exactement. C'est important. Alors, il y a cet enjeu de la composition. Vous l'avez un tout petit peu évoqué en parlant de la moyenne d'âge, mais la composition de ces conseils d'administration. Alors, c'est très difficile de répondre à la question que je vais vous poser, mais quels sont les profils qu'on y retrouve le plus souvent ? Comme je vous disais, il y a un sujet d'âge. Ouais. Le sujet un sujet de mixité, de formation, de diversité, forcément. Peut-être pour montrer à quel point ce sujet de la mixité il est important, il y a 58% aujourd'hui des administrateurs qui sont concernés par le sujet par le fait qu'il n'y ait pas assez de mixité au sein du conseil d'administration pour justement se permettre d'avoir des débats riches sur un sujet qui est très complexe comme celui de la transformation durable. Donc un vrai enjeu de diversité. Quand on parle de diversité, il peut y en avoir plusieurs. On a beaucoup travaillé sur le genre ces dernières années et la loi Copé-Zimmermann a été absolument très impactante sur le sujet. Il y a aussi le sujet de la représentation des intérêts. Donc l'administrateur classique par définition, il représente les intérêts de l'actionnaire, se pose de plus en plus la question de comment est-ce que je représente par exemple mon corps social, mes salariés, avec par exemple des pays nordiques comme le Danemark ou la Norvège qui sont beaucoup plus avant-gardistes sur le sujet de la représentation salariale au sein des conseils d'administration. Il y a le sujet de la représentation de la société tout entière. Je pense notamment à l'entreprise britannique de cosmétiques Face in Nature qui a demandé à 2 représentants d'ONG de faire partie de son conseil d'administration pour représenter la nature et les enjeux de la nature au sein du board. Donc voilà, un enjeu de représentation des intérêts et enfin de diversité des compétences. Et aujourd'hui, il y a une enquête de la Columbia University qui dit que seulement 8% des administrateurs ont la compétence environnementale et donc un vrai enjeu de représenter davantage ces compétences-là aussi. La fresque du climat pour tout le monde, en quelque sorte. Oui, voilà. Et puis la fresque du climat corrélée vraiment aux enjeux. Ce que vous disiez tout à l'heure, adapté aux enjeux de l'entreprise. Le dernier enseignement majeur de cette étude, c'est sur le rôle des comités RSE au sein des conseils d'administration. Peut-être il faut rappeler ce qu'ils sont censés faire, pour commencer, et ensuite ce qu'ils font vraiment. Oui, en fait, beaucoup de dirigeants exécutifs nous ont remonté leur perception sur le comité RSE en ayant le sentiment que ça servait à rien, entre guillemets. Et pour se dire que ça sert à rien, il faut se rappeler effectivement quel est le rôle qui est censé jouer. Initial, quoi. C'est ça, ce comité RSE. En fait, c'est censé être, dans un premier temps, une espèce de débroussailleuse qui vient justement essayer de comprendre comment les enjeux environnementaux impactent le modèle économique de l'entreprise. Et pour ça, il y a 2 choses importantes à avoir en tête. La première, c'est que c'est du coup une force de travail qui doit travailler en proximité avec l'exécutif pour justement être ancré dans les enjeux opérationnels de l'entreprise. Et enfin, il faut qu'il y ait les bonnes compétences qui soient
à nouveau représentés pour justement faire ce lien entre problématiques environnementales et modèle économique. Comment est-ce qu'on transforme tout ça ? Et en fait, finalement, le comité RSE, il se retrouve face à la même critique qu'il y avait sur les directions RSE côté de l'exécutif, c'est-à-dire que ça restait du coup un sujet en périphérie, mais avant que ce soit un sujet qui soit au cœur des considérations toute la sainte journée, il faut un petit peu de temps de débroussailleuse avant, et c'est à ça que sert le comité RSE. Alors c'est intéressant parce que moi je commence à croiser des directrices ou directeurs généraux d'entreprises qui nous disent mais est-ce qu'il faut encore une direction RSE ? Est-ce que c'est pas une direction stratégique qui englobe la totalité des questions de RSE ? Est-ce que ça fait partie des préoccupations ou des tendances que vous voyez poindre ? Effectivement, c'est notamment un dirigeant qui nous expliquait que pour lui, le comité RSE n'avait pas lieu d'être et les sujets RSE devaient être inclus à l'agenda tous les jours comme un sujet de considération naturelle. Et en fait, le sujet que vous posez avec la direction RSE, est-ce que ça doit mourir ? C'est un sujet de où est-ce qu'on en est dans la maturité sur le sujet environnemental. Et si j'en suis au début, au commencement, il faut que je débroussaille le sujet. Donc, je vais avoir un cheval de Troie qui peut être côté exécutif, la direction RSE, ou côté administratif, le comité. Et puis ensuite, si c'est vraiment ancré dans les us et coutumes, on le met au quotidien. Merci beaucoup, Rose Olivier. Merci à vous. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, les défis d'une alimentation saine et durable au menu. On parle d'alimentation dans le débat de ce Smart Impact avec Joséphine Bournonville. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice d'Omi et compagnie. À vos côtés, Benoît Lecor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef des ventes de Héros France. On va commencer traditionnellement en présentant rapidement vos entreprises respectives. Pourquoi vous avez créé Omi et compagnie ? C'était il y a 2 ans, je crois. Oui, exactement. C'était il y a 2 ans. C'est parti du constat que l'alimentation aujourd'hui, c'est 1/3 des émissions carbone dans le monde. Oui. C'est un vrai problème à la fois en pollution carbone, comme je l'ai dit, mais aussi pollution chimique, dégradation des sols avec des sols qui, d'ici 2050, seront incapables de fournir l'alimentation dont on a besoin. Donc ça nous semblait urgent, évidemment, d'agir. Et on peut faire de l'alimentation une solution. Donc l'idée d'Omi, c'est d'utiliser l'alimentation comme un levier d'impact en changeant les pratiques agricoles et la façon dont on consomme. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve ? C'est des produits d'épicerie pas ou peu transformés ? C'est un peu ça la promesse ? C'est des produits d'épicerie que tout le monde a dans ses placards, sauf qu'ils chaque ingrédient est issu d'une agriculture qu'on dit régénérative, donc qui apporte à la terre plus qu'elle n'en prélève. Et ensuite, nous, on apporte aux clients toute la transparence sur l'origine des produits, comment ils sont faits et surtout qui gagne quoi sur chaque produit acheté. Vous aviez participé à la création du premier éco-syndicat, le Printemps écologique. C'est la même cohérence, hein ? Vous tirez le même fil d'une certaine façon ? Exactement, c'est le même fil. C'est-à-dire c'est utiliser le collectif pour changer les choses. Donc l'alimentation, on est tous concernés, on en chouche 3 fois par jour. Et donc en fait, on a le pouvoir en tant qu'individu d'avoir une action positive pour le climat. Benoît Lecor, le groupe Héros, c'est une entreprise d'origine suisse, fondée en 1886. Tout à fait. Et alors, vous vous êtes installé en France il y a 2 ans aussi, c'est ça ? Ouais. Si on présente un peu la gamme de produits, c'est quoi Héros ? Héros, c'est plusieurs business units. On fait de la confiture, de la compote, des jus, mais pour la France principalement et essentiellement, c'est de la nutrition infantile. Oui, alors avec la marque Héros Solo, alimentation pour les petits-enfants. C'est quoi pour vous la définition d'une alimentation saine et durable ? Comment vous appliquez cette idée-là dans les produits que vous proposez ? Nous, effectivement, c'est un commitment très fort chez Héros de bien se nourrir dès le plus jeune âge. Oui. Et c'est pourquoi on a développé des produits sains, bio, avec des listes d'ingrédients très courtes, uniquement l'ingrédient. On prend les meilleurs de la nature pour les proposer aux plus petits, c'est-à-dire sans conservateur, sans additifs, sans sel ajouté, sans sucre, sans huile de palme. Donc vraiment profiter des bienfaits de la nature, avec des engagements très forts aussi auprès de l'agriculture, parce qu'on fait des fermes exclusives, on travaille avec des fermes exclusives, partenaires, pour mieux rémunérer l'agriculteur, avec des implantations très fortes localement. 99,9% de nos ingrédients viennent d'Europe. Donc on travaille avec une économie locale et on veut faire profiter dès le plus jeune âge aux enfants
les bienfaits de la nature. Oui, on y reviendra et on détaillera tout ça ensemble. Vous définissez, vous l'avez dit, Joséphine Bourneville, Omni et compagnie comme une marque régénérative. Alors, vous l'avez dit en 2 mots, mais si on rentre dans le détail, ça veut dire quoi de l'agriculture régénérative? Alors, c'est une agriculture en fait qui donc redonne plus qu'elle n'en prend. Ça j'ai entendu, mais alors comment ça marche? Voilà, c'est les principes de l'agroécologie. Donc, par exemple, pas de labour, des sols couverts toute l'année, ce qui va permettre de stocker du carbone dans les sols, qui en retour va permettre d'avoir une vie dans les sols. Donc, on ne laboure pas les sols, donc on permet à la vie de se déployer. Quand vous dites des sols couverts toute l'année, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de labour. Donc, on ne va pas retourner le sol, ce qui a un effet délétère sur... on détruit les racines, on détruit la vie microbienne des sols. Et c'est cette vie qui permet en fait de recréer des nutriments qui ensuite vont être disponibles pour les plantes. Donc, c'est vraiment essentiel de conserver cette vie-là. Et c'est ce que permet l'agriculture régénérative, qui va aussi aller sur les principes de rotation de culture. Donc, mettre par exemple des légumineuses qui vont créer de l'azote dans les sols de façon naturelle, ce qui va réduire le besoin de mettre des intrants chimiques, donc des engrais et des pesticides. Et donc ça a un effet aussi positif sur la biodiversité. On va aussi par exemple planter des arbres, planter des haies. Les arbres ont une capacité de stocker l'eau dans les sols. On le voit en ce moment, il y a des vrais problèmes sur la raréfaction de l'eau en France, qui est un problème qui va continuer s'accélérant. Et donc on a besoin de repenser la façon dont on produit. Donc vous parliez d'accompagnement des producteurs. C'est vrai aussi dans votre cas, parce que ça prend du temps. Comment on bascule d'une agriculture, j'allais dire traditionnelle, à une agriculture régénérative? Effectivement, ça peut prendre plusieurs années. Donc c'est très important d'accompagner et de comprendre pour chaque filière agricole, donc chaque ingrédient, quelles sont leurs problématiques et quel est le chemin pour arriver à une agriculture régénérative. Donc nous, on les accompagne via des feuilles de route. On fait d'abord un audit agroécologique pour comprendre quelle est la situation de départ et définir ensemble le chemin de progrès qui peut prendre effectivement plusieurs années. Je voudrais qu'on parle du contexte inflationniste en France, pas seulement en France, mais notamment en France, et de son impact sur le marché du bio. Il y a des arbitrages qui sont faits par une grande majorité de Français depuis plusieurs mois. Est-ce que vous le ressentez, vous, dans vos produits? Alors, nous, on ne le ressent pas spécialement. Pourquoi? Déjà, on est convaincu qu'on peut sortir de la logique du bas prix pour aller vers la logique de la valeur. Et la condition, c'est d'avoir une transparence sur cette valeur, c'est-à-dire expliquer les prix, expliquer les variations de prix aussi, et donner aux consommateurs l'information sur sur le prix que je paie, combien va au producteur, combien va aux fabricants, etc. Pour qu'en fait, ils puissent comprendre. Oui, mais quand on est à l'euro près, le fait de savoir que le producteur est mieux rémunéré ou rémunéré d'une façon juste, est-ce que ça incite pour autant à faire un achat supplémentaire? Vous voyez ce que je veux dire? Et à dépenser un peu plus. Oui, effectivement, il y a toujours des contraintes budgétaires. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous, nos produits restent accessibles en termes de prix, parce qu'on travaille vraiment sur ces prix-là. Donc on fait en sorte qu'ils restent sur des niveaux de prix acceptables. Et l'autre élément à prendre en compte, c'est que quand on est sur l'agriculture régénérative, on va diminuer le besoin en intrants chimiques qui sont basés sur la pétrochimie et qui sont très liés au prix de l'énergie. Et donc on réduit aussi les coûts opérationnels de l'exploitation. Ce qui permet à la fin d'avoir des produits qui sont compétitifs en termes de prix et qui sont meilleurs pour la santé et meilleurs pour l'environnement. Alors Benoît Lecor, dans la liste des objets ou des aliments sur lesquels les Français font des arbitrages, il n'y a pas forcément, je crois, l'alimentation des tout-petits. J'ai vu que c'était l'hygiène en premier, notamment les produits d'hygiène. Est-ce que vous voyez quand même un arbitrage? Vous parliez du côté local par rapport au côté bio. Est-ce que dans les attitudes des consommateurs de vos produits, vous sentez cet arbitrage en ce moment? Il y a deux choses. Effectivement, le bio, en général, il y a des arbitrages qui sont faits. Sur la nutrition infantile, on voit également que le consommateur se réfugie plutôt vers des produits à valeur faciale plus faible qu'hier. Mais c'est vrai également que le consommateur est prêt à se priver pour nourrir, pour donner le meilleur de l'alimentation à leurs enfants, parce que c'est très important. Donc ils se privent sur d'autres postes, notamment l'hygiène. Après, Hérault a trouvé une solution pour permettre de proposer des produits de qualité à faible coût facial, puisqu'on est vendu à l'unité. Ça veut dire que le consommateur, il peut mixer dans ses produits un repas sucré et un repas salé pour le même prix qu'un format par 2, par 3, par 4. Voilà. Et vous parliez alors de la provenance européenne de vos produits. Alors on est dans du circuit court ou demi-court. On va, si on veut quand même rentrer un peu dans le détail de la définition. Mais là aussi, est-ce que dans les arbitrages ou dans les choix de vos consommateurs,
il y a cette dimension. On l'a vu il y a quelques mois, notamment juste au sortir de la crise Covid, qu'il y avait des consommateurs qui disaient avant je prenais du bio, mais finalement je vais plutôt favoriser le circuit court parce que c'est déjà un geste environnemental qui a un impact positif. Est-ce que vous ressentez ça? Oui, L'arbitrage circuit court, bio. Tout à fait, on le voit. Après, nous, on a l'avantage de proposer les deux. Oui. Donc c'est bio et circuit court. Mais effectivement, on voit que le consommateur, ses comportements changent. On est dans un monde qui change beaucoup aujourd'hui, qui fait un peu peur pour le consommateur, et il y a des valeurs refuges, comme le local et comme le bio. Ouais. Et donc, on coche les deux cases. Joséphine Bourneville, il y a une levée de fonds de 15 millions d'euros qui a été annoncée par Omi et compagnie. Vous voulez faire quoi? Alors, développer ces filières régénératives dont on parlait, parce qu'il y en a certaines qui existent aujourd'hui, d'autres à créer. C'est un peu ça l'idée? Exactement. C'est le premier élément pour cette levée de fonds. Ça va être de continuer notre effort de développement de filières régénératives. Donc, on en a 260 aujourd'hui. Et 260 Oui, voilà, absolument. Et il y en a encore beaucoup à créer? Oui, parce qu'en fait, chaque ingrédient va demander un effort pour sourcer de la bonne filière jusqu'au produit final. Et donc, c'est continuer à développer une gamme de produits pour couvrir tous les besoins d'un ménage français dans son alimentation quotidienne. Le deuxième, c'est évidemment de nous faire connaître et de faire connaître l'agriculture régénérative au plus grand nombre. Si on prend des exemples de futures ou de nouvelles filières régénératives que vous avez en tête, des produits sur lesquels vous avez dit allez, ok, on y va, on met le paquet. Par exemple, nous, c'est la filière avoine sur laquelle on a mis un peu de temps et qu'on a identifié là aujourd'hui une production locale avec une transformation locale. Parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est la production et aussi la transformation. En fait, en France, on a perdu quelques industries depuis un certain nombre d'années qui ont été délocalisées. Et donc, nous, on travaille aussi à réindustrialiser, par exemple, notamment la transformation de légumes. On manque d'industrie de transformation de légumes en France, de découpage de légumes. Donc, c'est important aussi, en tant que marque alimentaire, de comprendre ces enjeux-là et d'aider, en fait, à la reconstitution de ces filières complètes. C'est-à-dire que vous avez identifié certaines absurdités. C'est-à-dire, on va produire des légumes en France, les envoyer... On les envoie dans un autre pays pour les couper. Pour les couper, pour les faire revenir. Exactement, on voit beaucoup d'aberrations comme ça. Et ça prend combien de temps? Parce qu'on le voit, il y a une volonté politique de réindustrialisation, etc. Sauf que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, évidemment. Oui, absolument. Alors, nous, donc, développer des filières, on a déjà développé 260 produits en 2 ans. Et après, il y a effectivement certaines filières sur lesquelles on travaille depuis 2 ans. On n'a pas encore identifié la bonne production, le bon transformateur. Donc, on continue. Et évidemment, il faut mettre beaucoup d'efforts là-dessus. Alors, j'ai vu que parmi les fonds qui rentraient au capital de mes compagnies, il y avait le fonds 2050. Il faut peut-être expliquer sa spécificité et le rôle qu'il va jouer. Oui, 2050, c'est un fonds effectivement assez original dont la mission, c'est justement d'investir dans des entreprises qui vont avoir un impact positif écosystémique, donc qui prennent vraiment en compte l'environnement, l'humain, la planète, donc économie sociale, planète. Et basé sur des études, sur des valeurs scientifiques, sur des études scientifiques. Oui, exactement. C'est partir déjà des rapports du GIEC, des limites planétaires. On sait aujourd'hui, on a dépassé 6 sur les 9 limites planétaires. Donc, c'est les entreprises qui vont prendre en compte ces limites planétaires, l'impact sur le vivant et trouver des modèles économiques qui répondent à ces problématiques. Un dernier mot, Benoît Lecor, sur l'éducation au goût. Le vrai goût des aliments, ça c'est aussi le rôle d'une marque comme Aérosolo. Tout à fait. Comme on prend les ingrédients purs dans nos produits, qu'on les transforme, un peu comme on le fait à la maison, on veut, nous, comme mission Aéro, donner le meilleur de la nature aux enfants, leur faire goûter, diversifier les goûts, leur faire approcher le plus près possible des textures également. On sait que bien se nourrir, c'est... Pour la santé, c'est très important, c'est le premier médicament. C'est aussi un éveil, c'est une culture, et c'est les enfants aujourd'hui seront les adultes de demain. Donc on commence à créer une chaîne de valeurs. Et pour rebondir sur ce que disait ma collègue de chez Omi, on a, nous, en tant qu'industrie agroalimentaire, une mission, c'est de nourrir, forcément, de sensibiliser, et aussi dans un monde qui change, avec de l'écologie très importante, de faire peser in fine sur l'agriculture, pour faire changer les modes de fonctionnement. Et c'est pour ça que Aérosolo aussi, pour la France, est membre de Nourrir Demain, qui est un think tank sur la réflexion de comment, justement, on va fournir la bonne alimentation pour demain. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas, les mobilités douces au programme.
Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée B2Green. Bonjour Antoine Dutheil. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de B2Green, créé en 2020 avec Adrien Martin. Alors, rappelez-nous, c'est quoi l'idée de départ ? Alors, l'idée de départ, c'était tout d'abord un constat. Mon associé, du coup, Adrien, était... en Grande-Bretagne, et quand il est revenu de Londres, en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient à vélo au travail et que ce vélo-là était financé par leur entreprise, ce qui n'existait pas ou peu en France. Et donc, on a commencé à travailler sur le projet et on voulait un peu dépoussiérer cette notion de flotte ou de vélo de fonction. Et c'est pour ça qu'on a monté B2Green sur un modèle de vélo personnel cofinancé. Donc le vélo appartient au collaborateur et comme le titre de transport, c'est l'entreprise qui vient financer un certain montant sur le vélo ou le DPM, la trottinette en mobilité douce. Comment ça marche ? C'est une sorte de place de marché pour le salarié dont l'entreprise que l'entreprise va aider. Comment ça marche ? Ouais, alors on met à disposition une plateforme où les collaborateurs vont pouvoir se loguer et choisir sur cette plateforme-là soit un vélo, un EDPM et ensuite des accessoires, de l'assurance, de la maintenance. Et le collaborateur va avoir comme un remboursement de titre de transport le montant, le même que tous ses collaborateurs pour se mettre à la mobilité douce. La grosse différence, c'est que pour la mobilité douce, il y a besoin d'un accompagnement. On est sur un changement de culture de la mobilité. Il faut qu'on arrive à décarboner un maximum sur les courts trajets, les trajets domicile-travail. Et donc l'idée, c'est de pouvoir lever tous les freins à ce passage à la mobilité douce. Voilà. Parce que vous avez quoi, des entreprises de services prioritairement comme clients ? Parce qu'on sait que les déplacements de leurs collaborateurs, c'est une part importante du bilan carbone de ces entreprises de services. Ouais. Alors si on veut donner un chiffre, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre quand on est une entreprise de service. Donc nous, on accompagne principalement, on va dire, à 80% des entreprises de services, comme KPMG, comme Franprix, comme le groupe Canal. Donc on s'intéresse plutôt à des grands groupes qui ont des politiques RSE plutôt engagées sur les prochaines années. Voilà. Et puis ensuite, on peut avoir aussi quelques industriels qui souhaitent sur leur site améliorer la qualité de vie au travail. Parce qu'il n'y a pas que l'empreinte carbone, il y a aussi le fait que quand on vient à vélo au travail, on vient en mobilité douce, et de un, on prend l'air, et puis... ça joue sur le bien-être du salarié. Ça joue sur le bien-être, évidemment. Ça a été documenté en quelque sorte, parce que là, c'est du bon sens ce que vous nous dites, mais ça a été documenté ? Alors oui, il y a des études qui viennent surtout des pays nordiques, qui sont en avance sur nous, les Pays-Bas, le Danemark, donc on a des chiffres. Après, nous, l'intérêt et l'objectif qu'on veut avoir... puisque c'est des études qui peuvent être assez vieilles, c'est avec les données qu'on a et avec les données qu'on récupère et avec la proximité qu'on a avec les collaborateurs, de pouvoir fournir à chaque employeur des bilans qui ne sont pas uniquement liés au CO2 non émis, mais aussi qui sont liés à la qualité de vie au travail, la productivité, la présence sur site et la ponctualité, puisque quand on vient en mobilité douce, on sait à peu près à 5 minutes à quelle heure on va arriver. Donc c'est ça l'intérêt. Il n'y a pas de galère d'embouteillage, enfin il y en a moins. Exactement. Et de complications pour se garer, ça c'est sûr. C'est le vélo qui prend la part la plus importante des solutions que vous proposez ? Alors oui, en volumétrie, évidemment. Après, on a toute cette catégorie de DPM. Donc c'est quoi ? Trottinette, skateboard électrique, gyropode. Donc on va avoir à peu près 80% de vélos sur la plateforme, en tout cas en termes de volumétrie de vente et à la location. Et puis on va retrouver aussi trottinette en position 2, qui est aussi un très bon outil pour se rendre au travail le matin. Ah ben voilà, c'était B2Green dans ce Smart Impact. Merci Antoine Dutheil et à bientôt dans notre émission ou sur notre antenne. Voilà, merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain. Salut.